Cet épisode a été enregistré en live sur Twitch. N'hésite pas à venir participer aux enregistrements, tu trouveras toutes les infos en description. Abonne-toi pour ne pas manquer la suite et bonne lecture. Première partie, chapitre 1. C'était une belle et froide journée d'avril. Les horloges affichaient 13 heures. Winston Smith, le cou dans les épaules pour essayer d'échapper à un vent rétif, se faufila entre les portes vitrées de la résidence de la Victoire. Pas assez rapidement, cependant, pour empêcher un tourbillon de poussière d'entrer à sa suite. Le hall sentait le chou bouilli et le vieux chiffon. À une extrémité, une affiche colorée, trop grande pour être en intérieur, avait été punaisée au mur. Elle représentait simplement un visage immense, large de plus d'1 mètre. Le visage d'un homme dans sa quarantaine, portant une épaisse moustache noire aux traits d'une beauté rugueuse. Winston se dirigea vers les escaliers. Ce n'était pas la peine d'essayer de prendre l'ascenseur. Même dans le meilleur des cas, il fonctionnait rarement et en ce moment, l'électricité était coupée en journée. Ça faisait partie des économies en prévision de la semaine de la haine. L'appartement était au 7e étage et Winston, qui avait 39 ans et un ulcère variqueux au mollet droit, montait doucement, s'arrêtant plusieurs fois en chemin. À chaque étage, en face de la cage d'ascenseur, l'affiche au visage immense vous examinait depuis le mur. C'était une de ces images conçues pour vous suivre du regard où que vous alliez. « Big Brother vous regarde », indiquait l'inscription. Dans l'appartement, une voix mielleuse lisait une liste de chiffres en rapport avec la production de fonte. La voix provenait d'une plaque de métal oblongue, semblable à un miroir usé, qui occupait une grande partie du mur de droite. Winston tourna un bouton et la voix s'atténua. Les mots restèrent toutefois compréhensibles. Le son de l'appareil, appelé télécran, pouvait être diminué, mais il était impossible de l'éteindre complètement. Il se dirigea à la fenêtre. Il était une petite et frêle personne, sa combinaison bleue, l'uniforme du parti, exacerbait la maigreur de son corps. Ses cheveux étaient clairs, son visage naturellement rubicond et sa peau endurcie par le savon râpeux, les lames de rasoir mal taillées et la rigueur de l'hiver qui se terminait. À l'extérieur, même à travers la fenêtre fermée, le monde paraissait froid. Dans la rue, de petites bourrasques faisaient tourbillonner de la poussière et des vieux papiers, et bien que le soleil resplendît et que le ciel fût d'un bleu vif, les couleurs semblaient absentes, sauf sur les affiches placardées partout. Le visage moustachu surveillait chaque coin de rue. Il y en avait une sur l'immeuble d'en face. « Big Brother vous regarde », indiquait l'inscription, et les yeux ténébreux plongèrent dans ceux de Winston. Au niveau de la rue, une autre affiche déchirée à un coin claquait au vent, couvrant et découvrant le simple mot « Hank Sok ». Au loin, un hélicoptère passa entre les toits, plana un instant comme une libellule et s'en alla dans une longue courbe. C'était la patrouille de police, épiant à travers les fenêtres des gens. Mais les patrouilles importaient peu, à vrai dire. Seule importait la police de la pensée. Derrière Winston, la voix du télécran continuait à disserter sur la fonte et la réussite du 9e plan triennal. Le télécran recevait et transmettait simultanément. Le moindre son qu'émettait Winston au-delà du niveau d'un très léger murmure serait capté. De plus, tant qu'il restait visible de la plaque de métal, il pouvait être vu aussi bien qu'entendu. Il n'y avait bien sûr aucun moyen de savoir si vous étiez surveillé à un instant donné, à quelle fréquence ou selon quels critères la police de la pensée se branchait sur un système en particulier, mystère. Il était même possible qu'ils vous surveillent en permanence. En tout cas, ils pouvaient se brancher sur vous quand bon leur semblait. Vous deviez vivre et viviez d'une habitude devenue innée en présumant que le moindre de vos bruits était entendu, que le moindre de vos mouvements, sauf dans le noir, était scruté. Winston tournait le dos au télécran.
C'était plus sûr, bien qu'il sût pertinemment que même un dos pouvait révéler beaucoup. À 1 kilomètre d'ici, le ministère de la Vérité, son lieu de travail, un bâtiment immense et immaculé, surplombait l'environnement poussiéreux. Ceci, pensa-t-il avec un vague dégoût, c'était Londres, la capitale d'Aerozone Prime, elle-même 3e province la plus peuplée d'Océania. Il essaya d'exhumer de son enfance quelques souvenirs qui lui auraient dit si Londres avait toujours été ainsi. Y avait-il toujours eu ces horizons de maisons du XIXe siècle en décomposition, leurs murs soutenus par des planches vermoulues, leurs fenêtres colmatées par des cartons et leurs toits de tôle, leurs clôtures délabrées? Et ces lieux bombardés où la poussière du plâtre tourbillonnait dans l'air et où les mauvaises herbes s'épanouissaient sur les piles de gravats, et là où les bombes avaient libéré plus de place, ces sordides colonies d'abris en bois, comme des clapiers. C'était peine perdue. Il ne se rappelait pas. Rien ne restait de son enfance à part quelques vives images sans contexte et pour la plupart confuses. Le ministère de la Vérité, mini-vrai en novlangue, était absolument différent de tous les autres bâtiments alentour. C'était une énorme structure pyramidale d'un béton blanc scintillant, s'élevant étage après étage de 300 mètres dans les airs. D'où était Winston, il était possible de lire, gravé d'un élégant lettrage dans la façade blanche, les 3 devises du parti. La guerre, c'est la paix. La liberté, c'est l'esclavage. L'ignorance, c'est la force. Le ministère de la Vérité contenait, selon les rumeurs, 3000 pièces au-dessus du sol et autant de ramifications en dessous. Il n'y avait, dispersés dans Londres, que 3 autres bâtiments d'apparence et de taille similaire. Ils étaient si imposants que, depuis le toit de la résidence de la Victoire, vous pouviez les voir tous les 4 en même temps. Ils étaient le siège des 4 ministères au sein desquels l'ensemble de l'appareil gouvernemental était réparti. Le ministère de la Vérité, qui s'occupait de l'information, du divertissement, de l'éducation et de l'art. Le ministère de la Paix, chargé de la guerre. Le ministère de l'Amour, qui maintenait la loi et l'ordre. Le ministère de l'Abondance, responsable des affaires économiques. Leur nom en novlangue, mini-vrai, mini-paix, mini-cœur, mini-plein. Le ministère de l'Amour était le plus effrayant. Il n'y avait aucune fenêtre. Winston n'était jamais entré dans le ministère de l'Amour et ne s'en était jamais approché à moins de 500 mètres. Il était impossible d'y pénétrer sauf pour des obligations officielles et encore uniquement en parcourant un labyrinthe de barbelés, de portes blindées et de meurtrières équipées de mitraillettes. Même les rues menant à son périmètre le plus éloigné grouillaient de gorilles en uniforme noir armés de matraques télescopiques. Winston se tourna brusquement. Son visage affichait le calme optimisme qu'il était recommandé d'arborer face au télécran. Il traversa la pièce jusqu'à la petite cuisine. En quittant le ministère à cette heure-ci, il avait sacrifié son déjeuner à la cantine et il savait qu'il n'y avait dans la cuisine d'autre nourriture que le morceau de pain noir du petit déjeuner du lendemain. Il prit sur une étagère une bouteille remplie d'un liquide incolore dont l'étiquette blanche indiquait « Gin de la Victoire ». Il s'en échappait une odeur écœurante et adipeuse comme de l'alcool de riz chinois. Winston s'en servit quasiment une tasse entière, se prépara au choc et la vida d'un trait, comme un médicament. Immédiatement, son visage vira à l'écarlate et les larmes lui montèrent aux yeux. C'était comme de l'acide nitrique et en l'avalant, vous aviez en plus la sensation de vous prendre un coup de gourdin dans la nuque. Malgré tout, peu après, la brûlure dans son estomac s'estompa et le monde commença à sembler plus réjouissant. Il prit une cigarette d'un vieux paquet sur lequel était inscrit « Cigarette de la Victoire » et la tint malencontreusement à la verticale, laissant s'échapper le tabac au sol. Il eut plus de succès avec la suivante. Il retourna dans la pièce principale et s'assit à une petite table à gauche du télécran. Il sortit du tiroir de la table un porte-plume, une bouteille d'encre et un épais carnet au dos rouge et à la couverture marbrée. Pour une raison inconnue, le télécran de cette pièce était à un endroit incongru. Au lieu d'être placé, comme c'était la règle, sur le mur du fond pour surveiller tout l'espace, celui-ci occupait le mur le plus long, face à la fenêtre. À l'une de ses extrémités se trouvait une sorte de petite alcôve où Winston se tenait et qui avait probablement été prévue à l'origine pour y placer des étagères. En se serrant dans l'alcôve,
Winston échappait à la surveillance du télécran. Il pouvait toujours être écouté, bien sûr, mais tant qu'il restait dans cette position, il ne pouvait pas être vu. C'était en partie l'agencement inhabituel de la pièce qui lui avait suggéré ce qu'il s'apprêtait à faire. Le carnet qu'il venait de sortir du tiroir y avait également contribué. Il était remarquablement beau. Ce type de papier doux et crémeux, un peu jauni par le temps, n'avait plus été fabriqué depuis au moins 40 ans. Il se doutait cependant que le carnet était beaucoup plus ancien que ça. Il l'avait repéré dans la vitrine usée d'un vieux brocanteur dans un quartier sordide de la ville. Mais quel quartier exactement, il ne se souvenait plus, et un besoin irrépressible de le posséder l'avait soudain habité. Les membres du parti n'étaient pas censés se rendre dans les boutiques ordinaires, on appelait ça faire marcher la concurrence. Mais la règle n'était pas strictement observée, d'autant moins qu'un certain nombre de nécessités comme les lacets ou les lames de rasoir étaient impossibles à se procurer autrement. Il avait jeté un rapide regard autour de lui, s'était engouffré dans la boutique et avait acheté le carnet pour 2,50 $. À l'époque, il ne pensait pas lui trouver une quelconque utilité. Il l'avait ramené fébrilement, caché dans sa sacoche. Même sans rien d'écrit dedans, c'était une possession embarrassante. Il s'apprêtait à tenir un journal. Ce n'était pas illégal en soi, plus rien n'était illégal puisqu'il n'y avait plus de loi, mais s'il était découvert, il risquait raisonnablement la peine de mort ou au moins 25 ans en camp de travaux forcés. Winston glissa une pointe dans le porte-plume et la lécha pour en retirer la graisse. Le porte-plume était un outil archaïque, rarement utilisé, même pour les signatures, et il s'en était procuré un, discrètement et avec beaucoup de difficulté, uniquement parce qu'il pensait que le magnifique papier crémeux méritait une vraie plume, et pas la pointe rêche d'un stylo. En fait, il n'avait pas l'habitude d'écrire à la main. À part pour de très brèves notes, il dictait d'ordinaire ses textes au par-l'écrit, ce qui était évidemment impossible dans le cas présent. Il trempa la plume dans l'encre et hésita un instant. Ses entrailles tremblaient. Marquer le papier était l'acte décisif. En petites lettres maladroites, il écrivit « 4 avril 1984 ». Il recula sur son siège. Une vertigineuse impuissance l'avait envahi. Pour commencer, il ne savait même pas s'il était vraiment en 1984. L'année était approximativement bonne puisqu'il était assez certain d'avoir 39 ans et il pensait être né en 1944 ou 1945. Mais il était impossible aujourd'hui de situer précisément une date à 1 ou 2 ans près. Pour qui écrivait-il ? Se surprit-il soudain à penser ? Pour le futur, pour ceux à venir. Son esprit vagabonda au sujet de la date douteuse sur la page et le mot novlangue double pensée lui vint. Pour la première fois, il prit conscience de l'ampleur de ce qu'il entreprenait. Comment communiquer avec le futur ? C'était par nature impossible, ou le futur ressemblerait au présent, et dans ce cas il ne serait pas écouté, ou il serait différent, et les tourments de Winston seraient sans objet. Longuement, son regard se perdit sur le papier. Une musique militaire stridente s'échappait maintenant du télécran. Curieusement, il semblait avoir non seulement perdu le pouvoir de s'exprimer, mais également oublié ce qu'il avait voulu dire à l'origine. Des semaines durant, il s'était préparé à cet instant, mais jamais il n'aurait pensé qu'il aurait eu besoin d'autre chose que de courage. Écrire serait facile. Il n'aurait qu'à mettre sur papier l'interminable monologue qui défilait sans cesse dans sa tête depuis des années. Mais maintenant, même le monologue s'était éteint. En plus, son ulcère recommençait à le démanger. Il n'osait pas le gratter de peur de déclencher une inflammation. Les secondes passèrent. Il n'avait plus conscience que de la page devant lui, de la démangeaison de son mollet, du hurlement de la musique et d'une légère ivresse causée par le gin. Pris de panique, il commença soudain à écrire, à moitié lucide de ce qu'il inscrivait. Son écriture enfantine griffonna la page, perdant d'abord les majuscules, puis la ponctuation.
4 avril 1984. Au cinéma, la nuit dernière. Que des films de guerre. Un très bon, sur un bateau de réfugiés bombardé au-dessus de la Méditerranée. Le public très amusé par les tirs sur un gros bonhomme qui nage avec un hélicoptère derrière lui. Au début, on le voit dériver dans l'eau comme une baleine, après on le voit dans le viseur de l'hélicoptère. Après, il est plein de trous et la mer autour de lui devient rose et il coule comme si les trous avaient laissé passer l'eau. Le public éclate de rire quand il coule. Après, on voit un radeau plein d'enfants avec un hélicoptère au-dessus. Il y a une femme, probablement une juive, assise à l'avant avec un garçon de 3 ans dans les bras. Le petit garçon pleure de peur et cache sa tête dans les seins de la femme comme s'il voulait y rentrer et la femme passe ses bras autour de lui et le réconforte même si elle est effrayée aussi. Elle essaye de le recouvrir le plus possible comme si elle pense que ses bras peuvent le protéger des balles. Après, l'hélicoptère largue une bombe de 20 kilos sur eux, vif et clair, et le radeau éclate en morceaux. Après, il y a un plan magnifique du bras d'un enfant qui vole haut, 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 son bras dans les airs. Un hélicoptère avec une caméra a dû filmer ça et il y a eu beaucoup d'applaudissements du côté du parti. Mais une femme du côté des prolétaires fait un scandale et crie qu'il ne faut pas, qu'on ne doit pas montrer ça aux enfants. Ils ne peuvent pas, ce n'est pas bon pour les enfants. Elle ne s'arrête que quand la police l'attrape, la jette dehors. Je ne pense pas qu'il lui arrive quelque chose, personne n'écoute les prolétaires. Réaction typique de prolétaires, jamais il... Winston s'arrêta d'écrire, surtout parce qu'il souffrait d'une crampe. Il ne savait pas ce qui lui avait fait exulter ce torrent d'immondices, mais curieusement, dans le même temps, un souvenir différent s'était clarifié dans son esprit, au point qu'il préférait presque écrire ce dernier. Il réalisa que c'était à cause de cet incident qu'il avait décidé de rentrer précipitamment chez lui et de commencer son journal aujourd'hui. C'était arrivé ce matin au ministère, si on pouvait dire d'une chose aussi nébuleuse qu'elle pouvait arriver. Il était presque 11 heures et au département des archives où travaillait Winston, il sortait les chaises des cabines de travail et les disposait dans le hall, en face de l'immense télécran, pour les 2 minutes de la haine. Winston venait de prendre place dans une des rangées du milieu quand 2 personnes qu'il connaissait de vue mais auxquelles il n'avait jamais parlé entrèrent dans la pièce. L'une était une fille qu'il croisait souvent dans les couloirs. Il ne connaissait pas son nom, mais il savait qu'elle travaillait au département des fictions. Comme il l'avait vue plusieurs fois avec les mains couvertes de cambouis et un tournevis, il supposait qu'elle était technicienne sur les machines à romans. C'était une fille d'apparence fière d'environ 27 ans, aux épais cheveux noirs, au visage tacheté et aux mouvements vifs et athlétiques. Une fine ceinture en tissu écarlate, emblème des jeunesses anti-sexe, faisait plusieurs tours à la taille de sa combinaison, juste assez serrée pour souligner la forme de ses hanches. Winston l'avait détestée dès qu'il l'avait vue. Il savait pourquoi. C'était à cause de l'atmosphère de terrain de hockey, de bains froids, de randonnées collectives et de moralisme généralisé qu'elle dégageait. Il détestait pratiquement toutes les femmes, et particulièrement celles jeunes et jolies qui étaient les fanatiques les plus acharnés du parti, les avaleuses de propagande, les espionnes amateurs, les renifleuses de l'hétérodoxie. Mais cette fille en particulier lui donnait l'impression d'être encore plus dangereuse que les autres. Ils s'étaient croisés une fois dans un couloir, elle lui avait jeté un regard si perçant qu'il fut empli d'une terreur noire. Il supposait même que c'était une agente de la police de la pensée. C'était, il est vrai, assez peu probable. Malgré tout, il continuait à ressentir un mal-être teinté de peur et d'hostilité dès qu'elle était dans les environs. L'autre personne était O'Brien, un membre du parti intérieur qui occupait un poste si important et lointain que Winston n'avait qu'une vague idée de sa nature. Un silence passa sur les personnes autour des chaises dès qu'elles virent approcher la combinaison noire d'un membre du parti intérieur. O'Brien était un homme bien bâti, au cou épais et au visage grossier et brutal, malgré une lueur d'humour. Contrastant avec cette apparence impressionnante, ses manières avaient un certain charme. Sa façon de réajuster ses lunettes sur son nez était curieusement désarmante, curieusement civilisée, pourrait-on dire. Ce geste rappelait celui d'un noble du XVIIIe siècle offrant sa tabatière, si quiconque pensait encore en ces termes. Winston avait vu O'Brien une dizaine de fois en presque autant d'années. Il se sentait attiré par lui, et pas uniquement pour le contraste entre ses manières mondaines et son physique de lutteur. C'était plutôt parce qu'il croyait, ou plutôt espérait, secrètement que l'orthodoxie politique d'O'Brien n'était pas parfaite.
Quelque chose dans son visage le suggérait irrésistiblement, mais c'était peut-être moins de l'hétérodoxie que de l'intelligence qui transparaissait de son visage. Dans tous les cas, il avait l'apparence de celui à qui vous pouviez parler si vous arriviez à échapper au télécran et à vous retrouver seul avec lui. Winston n'avait jamais fait le moindre effort pour vérifier ce pronostic, c'était impossible. O'Brien regarda sa montre, vit qu'il était presque 11 heures et décida manifestement de rester au département des archives jusqu'à la fin des 2 minutes de la haine. Il prit place dans la même rangée que Winston, à quelques chaises de lui. Une petite femme aux cheveux blonds qui travaillait dans la cabine à côté de celle de Winston était entre eux. La fille aux cheveux noirs était assise juste derrière. Soudain, comme venant d'une machinerie infernale, un grincement effroyable retentit depuis le grand télécran au bout de la pièce. C'était un son à vous faire serrer les dents et hérisser les poils du dos. La haine avait commencé. Comme d'habitude, le visage d'Emmanuel Goldstein, l'ennemi du peuple, était apparu sur l'écran. Des sifflements s'élevèrent ici et là. La petite femme blonde couina de peur et de dégoût. Goldstein était le traître qui, il y a bien longtemps, personne ne se souvenait quand exactement, avait été un des dirigeants du parti, quasiment au niveau de Big Brother lui-même, mais qui, après s'être engagé dans une contre-révolution, avait été condamné à mort avant de s'échapper mystérieusement et de disparaître. Même si le programme des 2 minutes de la haine changeait tous les jours, Goldstein en était toujours le principal protagoniste. Il était le Judas originel, le premier infidèle du parti. Tous les crimes ultérieurs contre le parti, toutes les trahisons, tous les actes de sabotage, toutes les hérésies, toutes les déviances, tout découlait directement de ses enseignements. Quelque part, il était encore vivant et mûrissait ses conspirations, peut-être de l'autre côté de la mer, sous la protection de ses mécènes, ou même, comme le disait quelquefois la rumeur, caché ici, en Océania. Winston avait la gorge nouée. Il ne pouvait pas voir le visage de Goldstein sans un douloureux mélange de sensations. Ce maigre visage de juif auréolé d'une touffe de cheveux blancs et d'un petit bouc, un visage intelligent et pourtant parfaitement détestable, avec cet air de folie sénile et ce long nez au bout duquel se penchaient des binocles. Il ressemblait à un mouton et sa voix aussi ressemblait à un bêlement. Goldstein crachait son habituel venin contre les doctrines du parti, des attaques si grotesques et malveillantes qu'un enfant aurait pu les contredire. Et pourtant, juste assez crédible pour suggérer que possiblement des esprits moins éclairés que le vôtre puissent tomber dans le piège. Il insultait Big Brother, il dénonçait la dictature du parti, il demandait la paix immédiate avec l'Eurasia, il défendait la liberté de parole, la liberté de la presse, la liberté de rassemblement, la liberté de penser, il sanglotait que la révolution avait été trahie. Tout ça dans ce rapide dialecte empoulé qui était une parodie du style habituel des orateurs du parti et qui contenait même quelques mots novlangues. Plus en réalité qu'aucun membre du parti n'en utilisait dans la vie de tous les jours. Et pendant tout ce temps, si quelqu'un nourrissait encore des doutes sur la véracité du boniment de Goldstein, derrière lui défilaient des colonnes sans fin de soldats eurasiens, ligne après ligne, des hommes robustes au visage mutique d'asiatiques remplissaient l'écran avant de disparaître et d'être remplacés par d'autres identiques. Le rythme lourd de leurs bottes était la toile de fond des bêlements de Goldstein. La haine n'avait même pas atteint les 30 secondes que déjà la moitié des personnes présentes poussaient des hurlements de rage incontrôlés. Le visage de mouton satisfait à l'écran et le terrifiant pouvoir de l'armée eurasienne derrière lui était trop à endurer, d'autant que la vue ou la simple pensée de Goldstein produisait automatiquement de la peur et de la haine. Il était un objet de détestation plus constant qu'Eurasia ou Estasia, puisque quand Océania était en guerre contre l'un de ses pouvoirs, elle était généralement en paix avec l'autre. Mais il était toujours aussi étrange qu'alors que Goldstein était détesté par tout le monde, alors que tous les jours, une centaine de fois par jour, au pupitre, au télécran, dans les journaux, dans les livres, ses théories étaient contredites, détruites, ridiculisées, sa pitoyable bêtise mise au grand jour. Malgré tout ça, son influence semblait ne jamais s'éteindre. Il y avait toujours de nouveaux crédules qui l'amadouaient. Jamais une journée ne passait sans que des espions et des saboteurs à ses ordres ne fussent démasqués par la police de la pensée. Il était à la tête d'une vaste armée invisible, un réseau souterrain de conspirateurs complotant au renversement de l'État.
Son nom aurait été la Fraternité. Des rumeurs circulaient aussi sur un livre abject, une anthologie de toutes les hérésies écrites par Goldstein et qui circulait clandestinement ici et là. C'était un livre sans titre. Quand on y faisait allusion, on l'appelait simplement le livre. On ne savait tout ceci qu'au travers de vagues rumeurs. Ni la Fraternité, ni le livre n'étaient mentionnés par les membres du parti, s'ils pouvaient l'éviter. Dans sa deuxième minute, la haine devint frénétique. Les participants trépignaient sur leurs chaises et hurlaient avec rage pour couvrir la voix qui s'échappait de l'écran. La petite femme blonde avait viré au rouge et sa bouche s'ouvrait et se fermait comme celle d'un poisson échoué. Même le visage d'O'Brien s'était empourpré. Il se tenait très droit sur sa chaise, sa poitrine imposante, se gonflant et palpitant comme s'il affrontait une lame de fond. La fille aux cheveux noirs derrière Winston avait commencé à crier « Sale porc ! Sale porc !» quand elle se saisit soudain d'un dictionnaire de novlangue et qu'elle projeta sur l'écran. Il rebondit sur le nez de Goldstein. La voix continua, inexorablement. Dans un moment de lucidité, Winston se rendit compte qu'il hurlait autant que les autres et frappait violemment ses talons contre les barreaux de sa chaise. Le plus terrifiant dans les 2 minutes de la haine n'était pas l'obligation d'y assister, mais qu'il était impossible de ne pas participer. En moins de 30 secondes, plus besoin de faire semblant. Un immonde orgasme de peur et de rancune, un désir de tuer, de torturer, de défoncer des têtes au marteau semblait se propager dans le groupe comme une étincelle électrique, transformant chacun, même contre son gré, en un dément hurlant et grimaçant. Et pourtant, la rage ressentie était une émotion abstraite et déconnectée qui pouvait être redirigée d'un sujet à un autre comme la flamme d'un chalumeau. Ainsi, à un moment, la haine de Winston ne fut plus dirigée contre Goldstein, mais au contraire, contre Big Brother, contre le parti, contre la police de la pensée, et son cœur se tourna alors vers l'hérétique solitaire moqué sur l'écran, dernier gardien de la vérité et de la probité dans un monde de mensonges. Et pourtant, l'instant d'après, il ne faisait plus qu'un avec les personnes l'entourant, et tout ce qui était dit au sujet de Goldstein lui semblait vrai. Dans ces moments-là, sa haine secrète de Big Brother se transformait en adoration, et Big Brother semblait s'élever tel un protecteur invincible et intrépide, droit comme un roc face aux hordes d'Asie, et Goldstein, malgré sa solitude, son impuissance et le doute qui subsistait sur son existence même, ressemblait à un sinistre sorcier capable par le simple pouvoir de sa voix d'ébranler les fondements de la civilisation. Il était même parfois possible de volontairement diriger sa haine, avec le violent effort de celui qui arrache sa tête de l'oreiller pendant un cauchemar. Winston réussit à transférer sa haine depuis le visage sur l'écran vers la fille aux cheveux noirs derrière lui. De vives et magnifiques hallucinations lui éclatèrent dans l'esprit. Il la rouait de coups jusqu'à la mort avec une matraque. Il l'attachait nue à un pieu et la perçait de flèches comme Saint Sébastien. Il la violait et lui tranchait la gorge au moment de l'extase. En outre, mieux que jamais, il comprit pourquoi il la détestait. Il la détestait parce qu'elle était jeune et jolie et prude, parce qu'il voulait coucher avec elle et qu'il ne le pourrait jamais, parce qu'autour de cette mignonne et gracile taille qui semblait vous supplier de l'enlacer, il n'y avait que cette ignoble ceinture écarlate, symbole agressif de chasteté. La haine atteignit son apogée. La voix de Goldstein s'était vraiment muée en bêlement et l'espace d'un instant, son visage devint celui d'un mouton. Puis, le visage de mouton se transforma en celui d'un soldat eurasien, avançant, immense et terrifiant, sa mitraillette rugissant et semblant traverser l'écran, à tel point que des personnes au premier rang se tassèrent dans leurs chaises. Au même moment, au soulagement général, le visage hostile devint celui de Big Brother. Cheveux et moustaches noires, emplis de pouvoir et d'une sérénité mystérieuse, si imposant qu'il remplissait presque tout l'écran. Personne n'écouta ce que Big Brother dit. C'étaient quelques vagues mots d'encouragement, le genre de mots prononcés dans le vacarme de la bataille, incompréhensibles individuellement mais qui redonnaient confiance par le seul acte d'être prononcés. Puis le visage de Big Brother s'estompa et les 3 devises du parti apparurent en grandes lettres majuscules. La guerre, c'est la paix. La liberté, c'est l'esclavage. L'ignorance, c'est la force.
Le visage de Big Brother sembla persister plusieurs secondes sur l'écran, comme si l'impact qu'il avait eu sur la rétine de chacun avait été trop vif pour disparaître immédiatement. La petite femme blonde se jeta sur le dossier de la chaise devant elle. Dans un murmure tremblant qui sonnait comme « Mon sauveur », elle tendit ses bras en direction de l'écran. Puis elle prit son visage dans ses mains. Il devint apparent qu'elle déclamait une prière. À ce moment, tout le groupe entra dans une psalmodie profonde, lente, rythmée. Big Brother, Big Brother, Big Brother, répété encore et encore, très lentement, avec une longue pause entre chaque mot. Un murmure lourd, étrangement sauvage, duquel s'échappait presque le son des pieds nus tapant le sol et le battement des tam-tams. Ils continuèrent pendant au moins 30 secondes. C'était un refrain qu'on entendait souvent dans ces moments d'intense émotion. En partie une sorte d'hymne à la sagesse et à la majesté de Big Brother, mais surtout un acte d'hypnose volontaire, un refoulement délibéré de la conscience par le martèlement des mots. Winston sentit ses entrailles se nouer. Si pendant les 2 minutes de la haine il ne pouvait s'empêcher de partager le délire général, cette scansion primitive de Big Brother, l'emplissait toujours d'horreur. Bien sûr, il chantait avec les autres, il était impossible de faire autrement. Dissimuler ses sentiments, contrôler ses expressions, faire comme tous les autres, c'était un réflexe inné. Mais pendant quelques secondes, il avait été possible que l'expression dans ses yeux l'eût trahi. Et c'était exactement à cet instant que s'était produit l'événement remarquable, si toutefois il s'était vraiment produit. Ses yeux se tournèrent brièvement vers O'Brien. Ce dernier s'était levé. Il avait enlevé ses lunettes et était en train de les remettre avec son geste caractéristique. Le temps d'une fraction de seconde, leurs regards se croisèrent et Winston sut, oui il sut, qu'O'Brien pensait la même chose que lui. Un message indiscutable était passé, comme si les 2 esprits s'étaient ouverts et leurs pensées s'échangeaient à travers leurs yeux. « Je suis avec toi », semblait lui dire O'Brien. « Je sais exactement ce que tu ressens. Je sais tout de ton mépris, de ta haine, de ton dégoût. Mais ne t'inquiète pas, je suis de ton côté. » Puis l'éclair d'intelligence s'éteignit et le visage d'O'Brien redevint aussi insondable que celui des autres. C'était tout. Et déjà il doutait que cela se fût vraiment passé. De tels incidents n'avaient jamais de suite. Il ne faisait qu'entretenir en lui la croyance ou l'espoir que d'autres que lui étaient aussi les ennemis du parti. Les rumeurs de grandes conspirations clandestines étaient peut-être vraies après tout, peut-être que la fraternité existait réellement. Il était impossible, malgré toutes les arrestations, les confessions, les exécutions, d'être sûr que la fraternité n'était pas simplement un mythe. Certains jours, il y croyait, d'autres non. Il n'y avait aucune preuve, juste des traces fugaces qui pouvaient tout et rien dire, des fragments de conversations entendues par hasard, de vagues graffitis sur les murs des toilettes et même, un jour, quand 2 étrangers s'étaient rencontrés, un léger mouvement de la main qui aurait pu ressembler à un signe de reconnaissance. Ce n'était que des hypothèses. Il avait très certainement imaginé tout ceci. Il avait regagné sa cabine sans un autre regard pour O'Brien. L'idée de poursuivre leur contact momentané lui effleura à peine l'esprit. Cela aurait été incroyablement dangereux, même s'il avait su comment s'y prendre. Pendant 1 ou 2 secondes, ils avaient échangé un regard équivoque. Fin de l'histoire. Mais c'était déjà un événement extraordinaire qui brisait la solitude forcée dans laquelle chacun devait vivre. Winston se redressa sur sa chaise. Il laissa s'échapper un rot. Le gin remontait de son estomac. Ses yeux se concentrèrent sur la page. Il découvrit que pendant sa réflexion, il avait également écrit de manière complètement automatique. Et ce n'était plus la maladroite et laborieuse écriture d'avant. La plume avait voluptueusement glissé sur le papier, marquant de larges lettres « Mort à Big Brother ». Mort à Big Brother, mort à Big Brother, mort à Big Brother, mort à Big Brother. Encore et encore, remplissant la moitié de la page. Il ne put s'empêcher de ressentir un frisson de panique. C'était absurde puisque
Écrire ces mots n'était pas plus dangereux que le fait de tenir un journal, mais pendant un instant, il contempla l'idée de déchirer la page et d'abandonner tout le projet. Cependant, il ne le fit pas. Il savait que c'était inutile. Qu'il écrivît « Mort à Big Brother » ou qu'il s'abstint ne changeait rien. Qu'il continuât le journal ou qu'il l'arrêtât ne changeait rien. La police de la pensée l'attraperait dans tous les cas. Il avait commis, et aurait commis même sans rien avoir écrit, le crime essentiel, celui qui contenait tous les autres. Il l'appelait le crime par la pensée. Le crime par la pensée ne pouvait pas être dissimulé pour toujours. Vous pouviez le cacher pour quelque temps, plusieurs années même, mais tôt ou tard, il vous attraperait. C'était toujours la nuit. Les arrestations avaient toujours lieu pendant la nuit. Le réveil en sursaut, la main brutale qui vous secouait l'épaule, les lumières qui vous aveuglaient, la sinistre ronde de visage autour du lit. Dans la plupart des cas, il n'y avait ni procès ni mention de l'arrestation. Les personnes disparaissaient, tout simplement, toujours la nuit. Votre nom était retiré des registres, chaque trace de chacune de vos actions était effacée, votre existence était reniée, puis oubliée. Vous étiez aboli, annihilé, vaporisé, disait-on. Pendant un temps, il fut pris d'une sorte d'hystérie. Il commença à griffonner nerveusement. « Ils me tueront, je m'en fous, ils me tireront dans le dos, je m'en fous, mort à Big Brother, ils vous tirent toujours dans le dos, je m'en fous, mort à Big Brother. » Il recula sur sa chaise, légèrement honteux, et posa le porte-plume. Il sursauta violemment. On frappait à la porte. Déjà! Il s'immobilisa sur sa chaise dans l'espoir vain que qui que ce fût, il s'en irait après un seul essai. Mais non, on frappa à nouveau. Le pire serait de repousser le moment fatidique. Son cœur battait la chamade, mais son visage, par habitude, était probablement de marbre. Il se leva et marcha lourdement vers la porte.